Donc, je suis là pour présenter le collectif, merci, de rygbn.org. Merci pour l'invitation. Et voilà, donc le collectif existe depuis 1999, il est basé à Paris. Et son travail repose depuis une dizaine d'années plus sur un travail de recherche et des phases d'investigation qui se situent dans des domaines qui sont donc extérieurs à ceux qui sont habituellement délimités par l'art. Pour qui je propose d'explorer deux travaux de RYBN dans l'idée d'essayer de voir un peu les relations qu'entretiennent les humains avec les algorithmes et l'intelligence artificielle, et pour voir quelle part de réalité, mais quelle part d'imaginaire, de storytelling, quel est l'aspect économique et technique, quelle part de fabulation dirige en fait l'imaginaire collectif sur ces relations, comment cet imaginaire collectif va orienter aussi l'attention, l'évolution technologique, va guider l'intérêt général, diriger les efforts, les recherches. Voilà. Donc les deux projets que je comptais montrer, c'est d'une part un travail sur la finance, donc, qui permet de situer et d'observer un peu ces algorithmes dans le domaine de la finance, et qui est un milieu un peu particulier. Et le deuxième travail, c'est donc le travail en cours qui s'appelle Zugzwang, qui concerne la notion de travail. Donc la finance, en amont de son automatisation, en amont de l'obsolescence de cette image, l'introduction des mathématiques sur les marchés transforme déjà les fluctuations des marchés en flux, en signal qu'il va falloir analyser, et on glisse à partir de Bachelier dans des logiques de logiques d'investissement vers des logiques qui sont de l'ordre de la spéculation pure. Et quand on parle d'automatisation, il s'agit de l'informatisation, la mise en réseau des places boursières, qui va faire entrer ces nouveaux acteurs sur les marchés, c'était dans les années 80, donc qu'on appelle le trading algorithmique. Donc aujourd'hui, l'activité boursière ressemble plus à ça que à ça. Enfin, tout ça ressemble plus à ça. Ça, c'est une image tirée d'une annexe, donc je vous renvoie vers le site d'une annexe qui est une source d'information assez intéressante sur le trading algorithmique et le trading de haute fréquence. Donc l'échelle de temps est de l'ordre de la microseconde, donc c'est imperceptible à l'échelle humaine. L'écosystème nécessite, selon les termes d'Alexandre Lemonnier, que l'information entre deux places boursières, par exemple, soit transmise très rapidement. Et donc l'infrastructure est extrêmement importante et dédiée. On a des réseaux qui se mettent en place, d'abord en fibre optique pour relier les places boursières, par exemple ici entre Chicago et New York, qui aujourd'hui sont remplacés par des transmissions en radio micro-ondes. Et là, je vous renvoie vers le travail de Diana Bird et Jean-Philippe Renoux sur cette infrastructure, sur le livre de Flash Boys aussi, où Michael Lewis décrit l'historique et l'implantation de ces infrastructures. Et donc aussi au travail de Lemonnier, dont j'ai extrait sur son site cette image, qui montre donc là pour le coup les transmissions radio qui permettent de gagner du temps par rapport à la transmission qui repose sur la lumière, mais dans des fibres optiques, donc qui ralentissent très légèrement ces transmissions. Il y a aussi une question de synchronisation des places boursières qui nécessite donc que le réseau soit performant à tout moment, car toute désynchronisation provoque donc une opportunité de trading, toute décorrélation de prix, et donc
bannir. Donc le projet sur la finance, ça s'appelle Anti-Data Mining. C'est une série qui a commencé il y a plus de 10 ans et pour laquelle on a exploré donc, ce milieu. Et à partir de la huitième épisode, on a réalisé un robot trader qu'on a lancé sur les marchés américains, européens, asiatiques en 2011 avec un montant initial d'environ $10 000 dans le but d'observer sa banque. Donc c'est un algorithme complètement autonome qui fait sa vie sur les marchés, qui achète et qui vend quotidiennement des actions et dont on observe donc l'évolution en espérant qu'un jour il finisse par perdre son argent et donc achever son récit. En attendant, il est assez bavard donc, sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des modes de présentation qui monitorent son activité, analogique ou numérique. Et ça, c'est son algorithme, enfin c'est une description d'algorithme qui repose sur un réseau de neurones qui lui permet de prédire les actions qu'il va acheter et vendre du jour au lendemain, et qui repose lui-même sur une phase d'entraînement et une phase d'exécution qui sont séparées. Donc la phase d'entraînement nécessitait un historique des données des marchés sur plusieurs années pour lui permettre ensuite analyser et choisir ses actions au jour le jour. L'épisode ADM10, c'est une collection d'algorithmes de trading et de stratégies de spéculation qui démarre avec cette notion de signal qu'on trouve sur les marchés financiers, qui implique donc des stratégies de pure spéculation et qui vont petit à petit accompagner l'automatisation des marchés financiers. On a rassemblé on a rassemblé tous les modèles qu'on a trouvés en plusieurs familles, et ces modèles sont absurdes, sont des expériences de laboratoire, des recherches de scientifiques ou des exemples de trading algorithmique qui sont obsolètes ou inefficients, puisque sinon on est face à des boîtes noires et on est face à aussi une difficulté à trouver de l'information. Donc toute information obsolète ressort quand, par exemple, un algorithme est mis de côté, puisqu'il, par exemple, est à l'origine d'un krach boursier. Donc on a commencé assez tôt dans l'histoire avec Burton Malkiel, qui est le premier spécimen de la collection, qui est un économiste américain qui propose dans ce livre Random Walk Down Wall Street d'utiliser un chimpanzé, de lui bander les yeux et de lui donner des fléchettes à lancer sur un journal pour choisir des actions et constituer un portefeuille. Et derrière ça, l'idée étant de montrer que finalement du trading en random et du trading fait par un professionnel se valent. Ce premier exemple a abouti à plein d'autres utilisations de toutes sortes d'animaux, comme le chat Orlando, comme Raven, le chimpanzé, qui réalise l'expérience décrite par Burton Malkiel, ou par également une fillette de 4 ans, qui à chaque fois sont comparés à des traders professionnels. Et le résultat est effectivement assez étonnant. Donc ça, c'est la description sous forme de diagramme de l'algorithme de Burton Malkiel, si on parle d'algorithme. On a rejoué certaines stratégies. Donc là, c'est un exemple de la deuxième famille qui se consacre aux oracles du marché. Et donc ici, il s'agit de Twitter Oracle, qui est une stratégie qui est mise en place, imaginée par des scientifiques qui publient les résultats de leurs recherches dans un journal académique, et immédiatement après, parce qu'ils annoncent que ça repose sur
sur les réseaux sociaux et une analyse de sentiment des réseaux sociaux. Et cette technique est implémentée immédiatement par tous les algorithmes sur les marchés, ce qui fait que ça crée de nouvelles failles, comme par exemple celle qui a provoqué donc, le krach boursier lié du 23 avril 2013, lié à cette fausse information qui a été retweetée de manière considérable et qui a provoqué une réaction un peu forte sur les marchés. On parle du H-crash. En 2013. Après, il y a la famille des séries, donc toujours en laboratoire, qu'on appelle les zéro intelligence. Donc, ce sont des programmes informatiques qui sont testés en laboratoire, donc pas sur les marchés, et qui visent à montrer qu'une stratégie toute simple reposant sur un programme peut, là encore, battre, disons, les performances d'un trader professionnel, et ça repose aussi sur la sélection de portefeuilles. Après, on a une autre famille qui rassemble les premiers modèles informatiques de trading algorithmique, et puis jusqu'à ceux de 2001-2002 qu'on a pu trouver sur les documents des banques ou dans les articles de presse. Ces algo-traders ont des noms assez évocateurs comme Sniffer, Sniper, Guerilla, Sumo. On sent que là, il y a une tension qui s'installe. Ils rivalisent tous en agressivité. Sniffer, ils ont tous leur petite stratégie qui consiste à trouver un moyen de gagner de l'argent, à trouver un moyen de devancer les autres dans leurs transactions. Et pour celui-là, Shaver, donc, il lance une petite transaction sur une action, sur un titre, et pour faire bouger le prix, et puis exécute immédiatement après une plus grosse transaction dans le sens inverse pour profiter de la variation. Donc il y a dans les années 90, l'automatisation démarre, et il y a des stratégies de manipulation des prix qui se mettent en place, tirant profit de failles ou de différences de rapidité du traitement de l'information entre l'humain et ses premiers algorithmes. Parmi eux, il y a aussi donc, un algorithme qui s'appelle Sniper, donc de 1990, de Todd Kaplan, qui consiste à observer et à ne rien faire jusqu'à la dernière seconde, et là de s'interposer entre l'acheteur et le vendeur pour profiter d'une somme infime en fait, mais ça répété de nombreuses fois permet de générer de gros profits. C'est ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi le trading algorithmique occupe petit à petit un volume de transactions plus important que celui qui est fait par les humains. C'est pas uniquement parce qu'ils dominent le marché, mais c'est aussi parce que leur stratégie repose sur un grand nombre une grande activité, sur un grand nombre de passages d'ordre, et aussi sur ce qu'on appelle le code stuffing. Donc ça je passe, qui est à la source donc, de ce qu'on a appelé le flash crash, qui est une stratégie là aussi de manipulation des marchés par bourrage d'ordre en fait, donc une forme de spam des réseaux, des marchés, qui consiste à envoyer beaucoup d'ordres très rapidement et à les annuler de manière à faire varier les prix du marché. Donc le flash crash, c'est donc un crack qui a lieu pendant 20 minutes et qui représente 1000 milliards de pertes de dollars, et donc qui ont été annulés. Enfin, certains des ordres ont été annulés, donc cet effondrement finalement a été rattrapé partiellement. Il a mis en évidence ces stratégies liées au trading algorithmique et au trading à haute fréquence qui bénéficient de décalage et de désynchronisation d'horloge pour s'immiscer, pour créer des embouteillages
Ce qui fait que en fait, ça fait varier artificiellement les prix et les algorithmes se ruent sur ces différences, sur ces variations qui leur permettent d'acheter et de vendre au même instant en fait, à différents prix des actions. Et donc cette accélération, il y a eu tout d'un coup voilà, une sorte d'embouteillage comme ça qui a créé, qui a provoqué un crack boursier, puisque tout était complètement saturé. Donc voilà sur un peu les stratégies, l'agressivité, le comportement, l'impact des algorithmes sur les marchés financiers. Un dernier élément, c'est Ademos, donc c'est une plateforme de recherche qu'on a mise en place avec le collectif en ingénierie algorithmique, qui invite des artistes à concevoir et à réaliser pour ceux qui peuvent des algorithmes de trading qui reposent non pas sur l'appât du gain, mais sur d'autres logiques qui peuvent être tout à fait ésotériques, poétiques, etc. Donc les artistes qui ont collaboré à ce projet sont B01, Brendan Noël, Martin Oz, Nicolas Germont, Auria Cosmin Samoïla, Antoine Schmitt, Marc Zungedo, Susan Treister, Femke Ergraven. Donc les algorithmes sont lancés les uns contre les autres dans un marché qui est organisé et hébergé sur notre serveur. Donc on voit là le résultat. Et pourquoi je vous parle de ce projet? Parce qu'on a tenté aussi de faire une taxinomie de ces algorithmes, de tous les algorithmes, qu'ils soient actifs ou pas, qu'ils aient été implémentés ou pas. Voilà, pour voir un peu comment on pouvait faire cette classification sur des algorithmes qui sont absurdes, erratiques et complètement ésotériques et qui reposent sur des idées assez étranges et très différentes. Donc ça donne ce genre de schéma. Donc là à droite on reconnaît les diagrammes que l'on utilise régulièrement. Mais ça donne aussi donc, des tableaux comme ça qui essayent de référencer, catégoriser les algorithmes. Et puis donc on a une stratégie qui consiste à les mettre en open source, accessible en ligne, de manière à être disséminés sur les marchés et pour voir si finalement il y a un impact qu'on peut imaginer sur les marchés financiers. Le deuxième projet, donc Swoopswang, c'est autre chose, donc ça parle du travail. Et ça va dans l'idée d'essayer de voir comment ces algorithmes qu'on vient d'observer, disons, peuvent interagir avec les humains. Donc ce projet s'appuie sur un travail de recherche qui a été mené sur les human computers avec donc, Eric Ekben et Marie Lechner, dans le cadre du laboratoire PAMAL à Avignon. Et c'est une partie d'échecs qui est jouée par de l'intelligence humaine et donc cette intelligence humaine qui est mise à disposition sur Internet contre quelques centimes. Voilà, et il va falloir que je revienne un peu en arrière dans l'histoire là encore pour comprendre pourquoi on a abouti à ça. Donc pour ça, on s'est intéressé à, entre autres, ce que je vous présente maintenant, c'est une sorte de collection de tous les outils et instruments de mesure qui sont appliqués au travail et qui sont un peu les premiers instruments de captation de données, bien avant ceux qui sont mis en place avec les algorithmes ou pour les algorithmes. À commencer par donc c'est le pulmomètre de Edward Kentish de 1813 et on va voir on ira jusqu'au cyclographe de Gilles Brett un siècle plus tard et au bracelet ultrasonique d'Amazon 2 siècles plus tard, qui nous amène à aujourd'hui. Et donc la captation de données appliquée au travail ne remonte pas à l'invention de l'organisation scientifique du travail et au taylorisme,
mais commence avec la première révolution industrielle et la notion de thermodynamique, la conservation d'énergie, enfin la première loi de conservation d'énergie de Helmholtz, et le concept de circuit énergétique et une conception de l'ouvrier ou du corps de l'ouvrier, de l'homme au travail, comme un moteur humain et comme un lieu de transformation d'énergie en force utile. Et du coup, comme on est en pleine révolution industrielle, on est cette représentation du corps humain est associée à la question de la rentabilité et qui devient une obsession à l'époque. Donc il faut absolument réduire les pertes, c'est-à-dire la fatigue au travail, les gestes inutiles. Donc on sait qu'avec Taylor, l'utilisation du temps, de la mesure des gestes par le temps est principale. Mais la science moderne, les mécanistes, les physiologistes, les hygiénistes et autres inventent tout un tas d'instruments qui permettent de mesurer cet effort, cette fatigue, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Donc on a ici le kymographe de Carl Ludwig de 1840 qui enregistre la pression sanguine, le spiromètre de John Hutchinson qui date de 1846, la version de Boudin, un tout plus récent de 1963, donc un spiromètre d'Agatz Knipling, le spiromètre de 1854 de Wittrich à gauche, à droite je ne sais plus, c'est un spiromètre mais je n'ai pas l'auteur. Et par exemple, en 1910, donc à mi-chemin, entre ces différents spiromètres, Jules Ammar va utiliser le spiromètre pour étudier la plus petite dépense énergétique pour accomplir une tâche industrielle. Une tâche simple, un geste. Donc Jules Ammar fait partie du laboratoire de recherche sur le travail musculaire professionnel, et là on voit une application directe sur le calcul de la fatigue, sur la mesure du travail. Après, on a le sphygmographe de Étienne Jules Marais de 1863, dans sa version enregistrement à distance, donc qui permet d'inscrire la pression et la vitesse du sang sur un petit tableau qui est représenté par le schéma à la lettre C. Ça, c'est la version portable, portative. Donc l'inscription se fait en direct sur la partie droite. Le sphygmographe de Carl Ludwig et Wilhelm Friedrich. Le sphygmomanomètre de Mosso, donc on verra juste après, qui permet de calculer la tension artérielle. Le pneumatacographe de Franciscus Cornelius Donders, 1865, qui lui est un instrument permettant de mesurer le temps physiologique de processus psychologiques. Après, on a la chambre de respiration de Max von Pettenkofer et de Karl von Voigt de 1866, qui permet de contrôler l'absorption de nourriture et de déchets pendant une période donnée. À la suite de ça, c'est la chambre calorimétrique de Advater, Rosa, Benedict, 3 personnes, qui est inventée ou créée en 1897 suite à l'invention du calorimètre de Max Rubner. Le myographe d'Étienne Jules Marais de 1858 qui enregistre les contractions musculaires ici de la grenouille, qui est une amélioration du modèle de Helmholtz et qui étudie et enregistre la contraction musculaire dans différentes conditions et fournit les premiers tracés de fatigue musculaire. Après, on a dans la génération suivante Angelo Mosso, qui est un physiologiste italien, qui proclame la création de la science de la fatigue et qui crée des courbes de fatigue à partir d'un outil qui s'appelle l'ergographe, qui est représenté ici et qui date de 1884 et qui là pour le coup est un instrument, un appareil d'enregistrement et de mesure du travail.
et de la force musculaire, donc la main qui est attachée à la table, en fait, doit, en fait, le majeur doit soulever un poids jusqu'à épuisement, et ce travail est donc inscrit, enregistré sous forme de graphe. Ici, dans 4 situations différentes. Mosso s'inspire de Helmholtz et de Marais, et la méthode graphique de Marais se trouve être appliquée non plus au corps ou à un membre ou au muscle, mais au phénomène de fatigue elle-même. Donc là, il s'agit d'autres exemples d'ergographes de différentes époques. Et donc l'étude de la fatigue mentale par Alfred Binet en 1894, c'est le courant hygiénique qui rentre à l'école, et les tests d'Alfred Binet d'intelligence aboutissent à une échelle métrique de l'intelligence. On parle aussi de surmenage associé aux élèves français. Le mot surmenage était jusqu'alors utilisé uniquement pour les bestiaux, enfin les animaux à l'abattoir, qui arrivaient épuisés à l'abattoir, et donc la mauvaise qualité de la viande. Donc on a une étude de la fatigue mentale qui est liée à des tests reposant sur différents instruments. Et donc là on voit par exemple la petite flèche qui indique que l'exercice mental qui était demandé c'était 8 x 12, et on voit comment réagit le pouls sanguin. Il utilisait également cet instrument de Hermann Griesbach de 1895, qui est l'esthésiomètre. Et une autre école, c'est Émile Kraepelin, qui donc est un psychophysiologue allemand, qui voit dans la fatigue le danger du travail, qui rejette l'ergographe et l'esthésiomètre qui est utilisé par Binet, et qui invente un système de pistage des élèves qui sont classés selon leur capacité de travail pour répondre, selon lui, aux besoins d'une civilisation reposant sur la productivité. Donc sa méthode de calcul de la fatigue, du taux de fatigue, se fait par le comptage des erreurs sur des exercices simples de mémorisation. Après, on a donc l'utilisation des chronophotographies de Marais par Charles Frémont, qui analyse les forgerons au travail, donc le mouvement et le geste du forgeron. Et ça aboutit donc quelques années plus tard, donc on a 20 ans de différence, là, donc 20 ans plus tard, au travail de Frank et Liliane Gilbreth de 1913, donc, qui coïncident exactement au taylorisme, donc qui s'appellent donc les chronocyclographes, et qui sont des études de l'efficience ou de l'efficacité des mouvements des travailleurs. Le taylorisme est la première étape d'une organisation du travail qui repose sur la captation de données, mais en reposant sur le chronométrage des tâches. Ce chronométrage est vécu par les ouvriers comme une intrusion dans leur intimité, dans leur travail, et leur donne le sentiment de se désapproprier leur maîtrise du travail. L'organisation des chaînes de travail sont confiées à des ingénieurs. Et ici, donc, Gilbreth fait partie de ces personnes qui vont encadrer des équipes de travailleurs et qui vont s'intéresser à cette méthode graphique, donc inspirée de Marais et appliquée au mouvement des travailleurs de manière systématique. Donc le travail est chronométré, enregistré de manière visuelle et dans une optique, en vue d'être optimisé. Une petite référence à Alain Suppiot, La gouvernance par les nombres,
qui dit « Au temps du taylorisme, l'homme a d'abord été traité comme un mécanisme et inséré tel un engrenage vivant dans un agencement de machines. Avec l'avènement de l'informatique, on a ensuite cherché à le traiter comme un ordinateur programmable à qui l'on fixe des objectifs chiffrés à atteindre en l'obligeant à se réajuster constamment par des boucles de rétroaction. » Donc, j'ai aussi trouvé une petite vidéo du travail de Gilbreth. Donc il a fait des séances comme ça d'enregistrement par milliers, et on trouve les extraits sur internet. Donc là, première amélioration, on voit que le travail se fait plus rapidement. On est vraiment dans l'optimisation et voilà, la performance. Voilà, j'arrête là. Et donc là, je saute un siècle et on arrive au bracelet ultrasonique dont Amazon a déposé le brevet en 2017, destiné à surveiller une performance relative à des tâches assignées aux employés des entrepôts d'Amazon, qui sont déjà bourrés de caméras et de chronomètres. Et selon Lionel Morel, outre leur fonction disciplinaire, ces machines jouent le rôle de capteurs de données que les entreprises pourront analyser afin d'avoir une connaissance de plus en plus intime des travailleurs. Donc là, c'est plus les scientifiques qui travaillent en laboratoire, c'est plus les scientifiques qui apportent leurs instruments et leurs techniques de mesure à l'usine. C'est les usines qui inventent les instruments de mesure et qui les brevettent et qui les emploient sur leurs employés pour améliorer le rendement de l'entreprise. Donc quand on parle d'Amazon, et pour revenir après ce détour sur les algorithmes et l'intelligence artificielle, Amazon a également créé une plateforme de travail à la tâche qui s'appelle Mechanical Turk, qui permet de mettre à disposition des algorithmes de l'intelligence humaine. Donc il y a une série d'exemples qui vont expliquer en quoi l'intelligence artificielle a besoin d'intelligence humaine, donc qui, disons, illustrent des cas de figure en fait de cette cohabitation. Donc ici, Figurate, qui est une entreprise d'intelligence artificielle qui inclut l'intelligence humaine dans les processus de travail. Il parle de l'humain est dans la boucle. Travaille avec les grosses compagnies, Google, Facebook, Twitter, Toyota, American Express. Un petit détour par le Digital Labor et l'idée que les internautes aussi fournissent une force de travail disponible, par exemple avec l'aide de reCAPTCHA, qui permet donc à Google, qui a acquis cet outil en 2009, de perfectionner ses services de numérisation de livres et entraîner les logiciels de reconnaissance de forme pour diverses applications. Donc on voit là aussi que Mechanical Turk, reCAPTCHA font partie des dispositifs qui fournissent aux intelligences artificielles l'intelligence humaine dont elles ont besoin pour fonctionner, parce que certaines tâches sont faciles à faire pour les humains et difficiles ou voire impossibles pour les robots. Après, donc, il y a Spinvox qui se disait être un algorithme de reconnaissance vocale, donc un service de transcription automatique reposant sur un algorithme qui en fait s'appuie en réalité sur le travail d'une équipe dans des centres d'appel. Twitter, lui aussi, s'appuie sur Amazon Turk pour affiner les recherches et mieux cibler les publicités. L'introduction du travail humain est nécessaire pour l'analyse contextuelle des posts qui sont envoyés. Les chatbots ne sont pas épargnés. Ami, par exemple, Ingram, c'est un assistant personnel qui, dans la plupart du temps,
quand un email est envoyé, en fait, un humain se cache derrière, qu'il a écrit. C'est le cas aussi pour M de Facebook, voilà, et d'autres exemples. Il y a aussi Smart Scan qui en fait passe par la plateforme Mechanical Turk également pour la reconnaissance, soi-disant automatique des tickets de caisse, enfin des contenus des tickets de caisse. On en arrive à des expressions qui apparaissent pour désigner ces fausses intelligences artificielles. Donc il y a Potemkin AI. Potemkin qui était un ministre russe qui construisait de faux villages pour impressionner l'impératrice Catherine II dans ses visites. On a aussi Wizard of Oz, donc les techniques du magicien d'Oz, qui permettent de cerner un peu, d'identifier ces fausses intelligences artificielles qui se retrouvent aussi dans les voitures sans conducteur, les self-driving cars, dont j'ai une petite vidéo. Donc ici, Phantom Auto utilise des humains pour contrôler les véhicules à distance. Voilà, bon. Et une deuxième vidéo qui est de l'association de Ford et de Virginia Tech qui font des tests pour introduire un conducteur humain camouflé dans le siège du conducteur. Voilà, on en est là. Bon, vous trouverez facilement la vidéo en ligne. Et ceci nous ramène donc par une nouvelle boucle au Turk mécanique qui est un peu le point de départ de notre travail sur les human computers et sur donc cette relation homme-machine avec les fausses intelligences artificielles qui se font passer pour des fausses intelligences humaines, etc. Donc le Turk mécanique est un automate joueur d'échecs. Donc là je vous révèle tout de suite qu'un humain est caché à l'intérieur. Il a été conçu par Wolfgang von Kempelen en 1770 et qui a fait le tour de l'Europe pour montrer au public et sans révéler le truc. Donc voilà, et Edgar Poe a écrit une nouvelle pour décrire le processus supposé, tel qu'il l'imaginait, qui permettait à un humain de contrôler cette machine. Et voilà, donc tout ça pour revenir à notre jeu d'échecs qui a été intitulé Zugzwang, qui est une situation d'échec où un joueur force son adversaire à faire un choix qui va le mettre en difficulté ou qui sera en sa défaveur, donc qui est coincé. Mais Zugzwang, ça apparaît aussi comme la métaphore de cette situation qui est induite par la généralisation de cette gestion méthodique ou cybernétique du travail. Voilà. Et on met au travail, donc, pour cette partie d'échecs, des humains qui passent pour des robots, qui se font passer pour des humains. Et comme il s'agit d'économie, on fait varier le prix en fait, de la tâche. Chaque mouvement est une tâche. Ce sont des micro-tâches. Et donc on ajuste le prix en fonction de l'évolution, de paramètres liés à l'évolution du jeu, de la partie.